Le 1er mai, ils devraient être dans la rue, de telle sorte qu'hier, ils se sont peut-être économisés, car ils avaient donné rendez-vous, ou ils s'étaient donné rendez-vous avec les Gilets jaunes, et force est de constater qu'il y avait moins de monde que d'habitude. Alors, où en sont les syndicats? Que représentent-ils aujourd'hui? Que peut-on attendre d'eux? Pourquoi sont-ils autant boudés? Pourquoi on est l'un des pays où il y a sans doute le moins d'adhérents? Avec nous, Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Délégué du syndicat représentatif, si je puis dire emblématique, c'est la CGT. Oui. Et puis face à vous, Rémi Bourguignon, vous êtes enseignant-chercheur à Paris-Sorbonne. On a 19,8% de personnes syndiquées dans la fonction publique, vous m'arrêtez si je me trompe, 8,7% seulement dans le privé et dans les entreprises de moins de 50 employés. Là, il y a à peine 5% de syndiqués. Oui, c'est vrai, on est connu comme étant un pays avec un taux de syndicalisation extrêmement faible. Alors, il y a des explications à ça qui sont des explications structurelles, qui ne tiennent pas nécessairement aux syndicats. Alors, comment vous expliquez ça, vous? Notamment parce qu'on a rendu en France le syndicalisme gratuit. C'est un choix historique qui a été fait. Alors, si c'est gratuit... personne n'adhère, exactement, c'est bien ce qui se passe. Quasiment tous les salariés français bénéficient de la syndicalisation. On dit 98% à peu près des salariés sont couverts par les syndicats. En revanche, adhérer ou de ne pas adhérer ne change absolument rien au fait de bénéficier du syndicalisme. Alors là, je me tourne vers vous. Est-ce que ça ne veut pas dire, dans le fond, parce que même si ça n'existe plus, il ne faut pas oublier que dans l'après-guerre, les ouvriers avaient un carnet d'embauche sur lequel éventuellement était marqué en rouge le fait que vous étiez un agitateur, un membre de syndicat. Mais là, on se dit, je suis protégé et je suis pas repéré par ma direction. Est-ce que c'est une discrétion? Qu'est-ce qui fait que... Non, mais ce que vous évoquez, ça existe toujours sous des formes bien différentes aujourd'hui. Mais quand vous êtes un syndicaliste, et là, je ne veux pas parler que de la CGT, quand vous êtes un militant ouvrier... Bien sûr, vous êtes là pour représenter les syndicats. Mais enfin, je veux dire, c'est le... loin de moi cette idée. Mais en tout cas, quand vous êtes un militant ouvrier, un syndicaliste combatif, un syndicaliste de combat qui dénonce la politique de votre employeur, de votre entreprise, je peux vous dire que c'est la chasse. C'est la chasse, et notamment dans les toutes petites entreprises. Moi, étant beaucoup plus jeune, j'ai travaillé dans les petites entreprises où j'ai vu plusieurs personnes se faire virer et licencier parce qu'ils avaient osé penser créer un syndicat. Alors vous êtes chez PSA, Peugeot Citroën. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes affranchi de ces risques-là, que vous êtes néanmoins engagé, si je vous suis, au risque de perdre votre emploi? Mais on est, parce que ça, c'est une volonté militante, c'est des convictions chevillées au corps, mais je ne suis pas le seul. Vous savez, on est des centaines de milliers en France à vouloir changer la vie, à travers des luttes collectives et en défendant les intérêts collectifs des travailleurs. Alors, on pourrait se dire que vous êtes tout à fait en osmose avec les Gilets jaunes, que vous devriez vous retrouver. Dans un premier temps, ils se sont mis à l'écart de tout ce qui était institutionnel. Hier, il y a cet appel à la réunion du côté des syndicats. Et dans les rues, on n'a jamais vu aussi peu de monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que même si les syndicats se mettent en tête de mouvement, on n'a plus envie de participer, ou c'est l'érosion naturelle du mouvement? Là aussi, ce n'est pas un fait récent, puisque des grandes mobilisations sociales, on n'en a pas vu depuis maintenant quelques dizaines d'années. Oui, mais là, ça dure quand même. C'était le 24e épisode. Ça dure sur ce mouvement-là, mais il faut se rappeler qu'il y a eu un appel aussi extrêmement fort, déjà des organisations syndicales au printemps dernier, il y a presque un an. C'était au moment de la réforme de la SNCF, du statut des cheminots, et il y avait eu des tentatives de convergence des luttes qui avaient été multipliées à cette époque-là, et personne ne s'était mobilisé, et quelques mois plus tard, on voit émerger ce mouvement des Gilets jaunes. Ce qui veut bien dire qu'il y a une difficulté aujourd'hui à mobiliser, ce qui pose des difficultés pour une certaine frange du syndicalisme. Alors, Jean-Pierre Mercier, il fait la distinction, il vous dit que c'est un syndicalisme de combat. C'est ce syndicalisme de combat qui peine aujourd'hui à mobiliser. Parce que oui, mais alors pourquoi? Vous parlez des syndicats, mais tous les syndicats n'appellent pas à la mobilisation. Non, d'accord, mais hier, on pouvait se dire qu'il y avait donc une sorte de tentative d'unification de mouvements institutionnels, syndicats, France Insoumise, etc. Et dans la rue, il y a moins de monde que les fois précédentes. Comment vous avez vécu ça, vous, déjà? Est-ce que vous vous dites, là, il y a quelque chose qui ne va pas? Vous étiez affligé, sans mentir? Alors, je ne suis absolument pas du tout affligé. Moi, je suis optimiste. D'accord, mais là, il y avait une sorte d'échec.
Non, il n'y a pas Non. d'échec. Il y a Non, bah, je sais échec. pas. 5 mois de mobilisation des Gilets jaunes, où vous ne pouvez pas parler d'échec de mobilisation populaire. Aujourd'hui, depuis 5 mois, on voit tous les samedis des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui descendent dans la rue pour contester la politique du gouvernement actuel. Jean-Pierre, merci, Ça, on est d'accord, mais pourquoi c'est hier, positif. ils n'étaient pas plus nombreux alors que vous vous joignez à eux? Parce que vous savez, un mouvement social, ça monte, ça descend. Peut-être que là, ce mouvement, il est dans une phase descendante. On ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu que des mobilisations, des contestations, il va y en avoir de plus en plus. Il y avait rien qu'à écouter le discours d'Emmanuel Macron. C'est évident que là, par contre, il faut que les travailleurs y prennent conscience que des coups vont tomber, des attaques extrêmement brutales vont tomber, et qui Ça va veut dire quoi falloir des se attaques? défendre. Ça veut dire quoi des attaques extrêmement violentes? Attaque sur le régime des retraites, attaque sur l'organisation du temps de travail, attaque sur le pouvoir d'achat. Vous savez, ce gouvernement et les patrons des grandes entreprises vont continuer à accentuer leurs attaques. C'est une évidence. Et donc, face à Emmanuel Macron, face aux actionnaires des grandes entreprises, il va falloir que les travailleurs mettent en avant leurs exigences, mettent en avant leurs revendications et descendent dans la rue pour les imposer. Le 1er mai, c'est les États-Unis, hein, on est au 19e siècle, à Chicago, on demande le travail de 8 heures, on est dans des conditions épouvantables, et le mouvement syndical va naître de là avec la tradition du 1er mai. De ce 1er mai, aujourd'hui, n'est-on pas simplement dans une sorte de célébration d'honneur, ou attend-on véritablement encore une sorte d'effet bélier lorsque l'on descend dans la rue? Qu'est-ce qu'on attend le 1er mai quand on va? C'est une manifestation de principe? Non, en tout cas pas pour moi. Pas pour moi. Alors, effectivement, dans un pays riche comme la France, ça devient plus une tradition qu'autre chose, mais dans bien des pays à travers le monde, ce sont des manifestations qui sont durement réprimées et très brutalement réprimées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte des travailleurs. Ça, c'est pour moi un principe, c'est pour moi une valeur que je défends tous les ans. Je suis dans la rue tous les ans et vous allez voir, peut-être que ce 1er mai sera plus massif en France que les autres 1er mai. En tout cas, moi, je l'espère, je milite pour. Avec une unification des syndicats ou chacun dans son petit coin son défilé? C'est ce qui est prévu pour le moment. Je peux pas vous dire exactement. Pourquoi vous avez peur de... Non, mais parce que pas moi, décidé encore. je suis pas dans la direction confédérale nationale de la CGT. Mais ce que je sais, c'est que la CGT sera dans la rue, ça c'est certain. Et moi, j'y serai aussi avec mes camarades. Et ça, c'est une évidence parce qu'on doit, surtout suite au discours d'Emmanuel Macron, on doit poser les revendications, poser nos conditions. Vous savez, cette journée internationale, vous l'avez rappelé. Ça vient de cette tuerie oui, parce que les jours de l'État américain contre les ouvriers, mais pas que. Il y a eu aussi Fourmi en France, et il y a un siècle de ça était votée la loi des 8 heures. Ce sont les grandes grèves, en particulier dans minières. Le Nord, oui. Et puis, n'oublions pas que initialement, dans les réprimé dans le sang. Il y avait eu les canuts à Lyon. Hein, voilà. Réprimé dans le sang par l'État français. Et ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est là où, quand on parle de violence policière, bien évidemment, il y a des outrances, mais on est bien loin de ce qui se passait auparavant. Et vous expliquez ça comment, vous, au moins que de façon symbolique, une fois dans l'année, on sorte de sa petite chapelle et qu'on se dise, bon allez voilà, on gueule tous ensemble pour montrer qu'il y a une volonté globale de changement. Écoutez, moi, je déplore... Si on n'est pas capable de cette union, il est quand même difficile d'aller face au gouvernement, non ? Je déplore cette division syndicale, bien évidemment. Et dans l'entreprise où je travaille, moi, je milite pour que les salariés s'unissent, s'organisent et se battent collectivement pour leurs intérêts. Vous savez... j'ai fait quelques grèves dans ma vie, quand j'étais à l'usine de PS à Aulnay. La division syndicale, elle existait, elle était entretenue par la direction de l'entreprise, parce que ça l'arrange. C'est le fameux théorème diviser pour régner. D'accord, mais à chaque fois que les travailleurs se sont mis en grève, je peux vous dire que presque tous les syndicats étaient là, mais c'est pas trop ça le problème de l'unité syndicale. C'est sur quoi on se bat, contre qui on se bat. Non, mais d'accord, c'est ça qui est le plus important. D'accord, mais là, on pourrait penser qu'il y ait un programme minimum de lutte, les points essentiels. Alors, je ne sais pas, minimum salarial à tel niveau. Il y a quand même, théoriquement, sur des employés,
des intérêts communs qui devraient se dégager et faire qu'on puisse... Il faut comprendre que dans le paysage syndical, moi en tout cas je fais partie de ceux qui militons pour que le syndicalisme, ça soit un syndicalisme de combat. Et il y a d'autres syndicalistes qui défendent plutôt l'idée d'un syndicalisme où on se met autour de la table avec le patron, on essaye de discuter et puis on donne des illusions sur ce qu'on pourrait obtenir pour les salariés. Ça, c'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est imposer un rapport de force parce qu'il n'y a que ça qui marche. Oui, mais sauf que le rapport de force pour le rapport de force, c'est la guerre pour la guerre. Est-ce que l'on peut... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que le fait de se retrouver autour d'une table, en quoi ça ne peut pas aboutir à un résultat concret Parce qu'il faut, à partir du moment où vous avez imposé un rapport de force, là, bien sûr qu'il y a un moment donné ou un autre, il faut discuter. Mais avec un rapport de force, vous savez, là, Emmanuel Macron, au mois de décembre, quand il a fait ses petits reculs sur le SMIC, sur la CSG pour une partie des retraités, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu d'accord signé, il n'y a pas eu de dialogue. Les Gilets jaunes, ils ne voulaient pas dialoguer. Il n'y a pas eu de porte-parole. Et pourtant, il y a eu des reculs. Vous savez, le dialogue social dans cette société, c'est un mythe. Oui, mais Jean-Pierre Mercier, vous avez bien dit à la seconde vous-même, et après on revient à Ami Bourguignon qui nous donne son petit grain de sel, les Gilets jaunes ne voulaient pas aller au dialogue. Alors comment peut-on obtenir des résultats quand effectivement on est là, on se révolte, mais on ne veut pas aller vers ceux à qui on demande quelque chose. Je vais vous choquer sûrement. Oui. Ils avaient raison. Leurs revendications étaient connues de tous, étaient connues du gouvernement. Rétablissement de l'ISF, augmentation des salaires, augmentation des pensions de retraite, etc., etc. Il n'y avait même pas à discuter. Il y avait que le gouvernement devait appliquer, devait faire. Non, mais pour ça, il faut du nombre, il faut de l'organisation, il faut du nombre dans les rues. Mais je pense aussi que pour peser sur ce gouvernement, pour imposer ce genre de revendications, il faut que la contestation, elle doit rentrer dans les entreprises parce que c'est là le cœur de la société, c'est là le cœur du système, c'est là où on peut peser sur les décisions gouvernementales. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans la revendication, on est carrément dans l'ordre combinatoire. Qu'entrer dans ce dialogue permanent avec son patron, n'est-ce pas la meilleure façon de finir par obtenir d'être dans un rapport de confiance? Si on a été dans le heurt, peut-on arriver à une solution? Je vous pose des questions. Mais vous avez raison de me poser des questions et je vais vous répondre très clairement. Moi, ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que vous avez en face un patronat, de toute façon, qui, historiquement, mais c'est social, c'est politique, ne cède que s'il est forcé et obligé. Si on reprend l'exemple de juin 36, par exemple, juin 36, les congés payés, les conventions collectives, etc., les congés payés imposés au patronat français, que pendant 15 jours, les travailleurs pouvaient aller à la plage et être payés, continuer à être payés, à se faire dorer la pilule sur la plage, c'était impensable pour le patronat de l'époque. Il a fallu une grève générale, il a fallu des occupations d'usines pour imposer ce genre de revendications, vous comprenez? Le patronat ne veut absolument jamais rien céder. Par contre, il veut nous faire reculer, il veut nous bouffer des droits. Alors, le patronat...